Voici au troisième volet de la série. Mais avant de poursuivre, je vous demande en début de vidéo de nous aider à développer la chaîne. Pour ça, n'oubliez pas d'activer les clochettes pour recevoir les notifications. On sort une vidéo par semaine. Donnez-nous un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Martial Manvôtre, sans oublier de partager ces vidéos-là avec vos amis, avec vos collègues. Mais revenons à Ueshiba. Comme je le disais, sa réputation s'étend à travers tout le Japon. Kano, le fondateur du judo, envoie ses meilleurs élèves étudier son art martial parce que Ueshiba n'était pas intégré aux autres écoles de Jujutsu de peur de se faire assimiler. Et on ne peut pas dire qu'il y avait tort. Ici, on parle les meilleurs élèves, c'est Minoru Mochizuki puis Yoshio Sugino, maître Sugino, que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans ma formation en Katori Shinto-ryu dans les années 90. Ueshiba est invité à faire beaucoup de démonstrations dans tout le Japon, entre autres devant la famille impériale. Ça, en 1941, dans le dojo, dans les sous-sols du palais impérial. Comment il s'est rendu là? Ça s'explique par le fait que l'amiral Takeshita était au poste de grand chambellan. On se rappelle les liens de Takeshita avec la famille, avec Jigoro Kano, le Buto Kukai, puis tout ce qui touche les budo. On sait qu'Isamu Takeshita, c'est un grand promoteur des budo à cette époque-là. Bizarrement, Ueshiba en premier, il va refuser. Il va dire, je ne peux pas montrer des techniques fausses à l'empereur. Il dit, fondamentalement, en Aiki Jujutsu, l'adversaire est tué d'un simple coup, d'une simple projection. C'est faux si l'attaquant est projeté puis se relève facilement pour attaquer encore. Puis d'un autre côté, je ne peux pas non plus démontrer mes techniques en tuant mes étudiants. Je ne pouvais pas faire ça, on s'entend là-dessus. Mais quand Takeshita va rapporter ces propos-là à l'empereur, il va dire « Je me moque bien si c'est un mensonge, montrez-moi le mensonge ». Mais, bizarrement, le jour de la représentation, il y a juste le prince Mikasa, le jeune frère de l'empereur, qui a assisté. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que l'année 1941 va marquer aussi une rupture avec de Ueshiba puis les autorités de l'époque. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, puis aux idées reçues, O-sensei, avant la guerre, il était tout sauf un pacifiste. C'est un peu la même chose pour Sokaku Takeda, qui était pas non plus un citoyen des plus paisibles. Qu'est-ce qui nous pousse à dire ça? C'est que on sait que Ueshiba a été enseignant pendant 10 ans à la Kempeitai. Kempeitai, c'est la police politique du gouvernement, surnommée par certains historiens comme la Gestapo japonaise. Il donnait aussi des cours à l'école navale et à l'école d'espionnage de Nakano. Puis évidemment la famille impériale. Et tout ça sans compter l'encadrement dans la milice privée de l'Omo-Tokyo dès 1932. C'est la Dai Nihon Budo Senryokai. Ça, c'est du révérend Deguchi. Donc on peut affirmer sans se tromper qu'il était proche des milieux d'extrême droite de cette époque-là, puis de la frange ultra-nationaliste de l'armée, avec des personnages assez sordides comme Okawa Shumei puis Inoue Nisho. C'est tous condamnés des peines de prison comme criminels de guerre dans le grand procès de Tokyo. D'ailleurs, en 1935, c'est les soutiens de Ueshiba dans la police puis dans l'armée qui vont éviter la répression de l'Omo-Tokyo à Morihei. Au printemps 1933, Ueshiba va se rendre à Osaka, à la demande de Ishii Mitsujiro. Ça, c'est un politicien puis un employé haut placé du journal Asahi Shimbun. Ça, c'est un des journaux majeurs au Japon encore aujourd'hui, qui veut que Ueshiba entraîne le service d'ordre du journal afin de faire face aux éventuelles attaques de groupes d'extrême droite. Le terme Aikido, ça n'existe pas encore, même si Morihei a déjà entamé la mutation de son art dans son enseignement à Tokyo. En fait, ce qu'il enseigne à Osaka, c'est du pur Daito Ryoaki Jujutsu. Puis le nom de cette école-là, son style, il va l'appeler brièvement, je dirais, Asahi Ryu. L'école Asahi, Asa, ça veut dire matin, puis Hi, ça veut dire c'est le soleil du matin. Les élèves les plus importants de cette époque-là sont Isa Takuma, directeur du groupe, c'est un journaliste, puis lui, c'est un biographe de Gozo Shioda. Il y a aussi Eisaburo Nakatsu, 6e dan du Kodokan. Quand vous voyez la vidéo qui est sur le toit d'un édifice, c'est en 1935, c'est l'édifice du Asahi Shimbun à Osaka.
On pouvait aller voir ça sur YouTube, c'était intéressant. Sokaku Takeda, quant à lui, va faire une visite surprise à Sai Dojo en 1936. Mais quand Ueshiba a appris ça, il est rentré directement à Tokyo sans rencontrer son ancien professeur. Je ne sais pas pour quelle raison, s'il y avait un froid, mais en fait, il était rentré directement à Tokyo. Donc, Sokaku va reprendre le club de facto, puis là, il va remarquer que Morihei avait convenablement enseigné les techniques de base du Daitoryu, mais ses élèves, il y avait déjà des grandes différences avec celles du Daitoryu d'origine. Ça avait commencé déjà à muter pas mal. Gozo Shioda, le fondateur du Yoshinkan Aikido, dit en 1941, quand Ueshiba Sensei a donné sa dernière démonstration à Hibiya Kokaido, il m'a dit, à lui, Shioda, ma formation technique prend fin aujourd'hui. Désormais, je vais me consacrer à servir les kami, les dieux, et à former mon esprit. OK. Mon opinion personnelle, c'est que cette déclaration-là, et puis ce changement-là, va être à l'origine de l'émergence de beaucoup de styles d'aïkido, qui, eux, n'adhéreront pas totalement aux visées spirituelles de Ueshiba. Il y a beaucoup d'élèves, d'avant la Deuxième Guerre, qui se sont éloignés, disons-le poliment, là. Ils ont respecté la volonté et puis les aspirations du sensei, mais ils ont gardé une tangente beaucoup plus martiale. Et ce qui me porte à croire ça, c'est le background budo de plusieurs, c'est ce qu'ils avaient fait avant ces gens-là. Par exemple, si on parle de Minoru Mochizuki, ben, on sait que Minoru Mochizuki, au départ, c'est un judoka et un kendoka. Puis il a fait 8 ans de karaté en Mongolie avant qu'il se joigne avec Yoshio Sugino à Ueshiba à la demande de Kano. Puis ces deux-là faisaient partie d'une section du Kodokan appelée Kobudo Kankyukai. Ça, c'est un département qui était consacré à l'étude des arts martiaux traditionnels, dont le Katori Shinto-ryu. Mochizuki, on sait, fonde l'Aikido Yosekan à Shizuoka par la suite. Kenji Tomiki était déjà quatrième dan de judo lorsqu'il a débuté le Daitoryu puis était entraîneur à la police. Nakakura, qui était marié à la fille de Morihei, était neuvième dan de Kendo puis d'Iaido. Tous, après la guerre, ont été soit près des militaires, ça c'était avant la guerre, près des militaires, ou après la guerre, très près des services de police. Donc des gens très très pragmatiques, on s'entend là-dessus. On va revenir à Ueshiba. À 59 ans, Morihei Ueshiba est invité avec la délégation japonaise de promotion du Budo pour le 10e anniversaire de l'Empire Manchukuo. Ça, c'est en février 42. C'est pas la première fois qu'il va se rendre dans le Manchukuo. Petite parenthèse, qu'est-ce que c'est que ça que le Manchukuo? On en parle dans Tintin, le lotus bleu. C'est la province qui est en réalité un État satellite qui est contrôlé par le Japon après son invasion en Chine en 1932. Le pays est utilisé comme base de départ pour les invasions de ses voisins. Et il y a des Chinois qui sont déportés en grand nombre comme travailleurs forcés. Le Manchukuo va être dissous à la défaite du Japon en 1945. La même année, en 1942, Ueshiba va partir à Iwama, dans la préfecture d'Ibaragi. On en a parlé dans le deuxième chapitre de ce déménagement-là. Les raisons qui sont invoquées vont dépendre des historiens. Okay? Si, par exemple, on lit John Stevens, ce sont des problèmes de santé et aussi son opposition à la guerre. Pour d'autres, il souhaite parfaire son art puis de vouloir préserver son art des bombardements parce qu'il y a eu l'opération Doolittle en avril 1942 qui était assez meurtrière dans l'histoire. Et puis enfin, Morihei dit que c'est l'inspiration lui-même pour les dieux qui l'a amené là. Mais selon Kishomaru, c'est la volonté de l'organisation gouvernementale, la Dai Nippon Butokukai, dont on a parlé longuement dans le 4e vidéo sur Kano, entre autres, c'est de regrouper tous les arts martiaux japonais dans un seul organisme qui... Ça va l'irriter profondément. Ça, il n'aimera pas ça du tout. Ce que Kishomaru dit, c'est l'ordre qui a été donné de rejoindre le Butokugai, l'association des arts martiaux pour le Grand Japon, pour participer à l'effort de guerre a été la goutte qui a fait déborder le vase. Ueshiba Morihei désapprouvait de réunir toutes les formes de budo sous une juridiction gouvernementale. Pour lui, cette directive-là avait vraiment pas beaucoup de choses à voir avec l'amour du pays. Puis en plus de ça, cette organisation-là imposait beaucoup de paperasserie, puis participer à des réunions, faire des concessions. Puis ça, c'est des choses incompatibles avec son aspiration à poursuivre sa quête du budo.
Mais il fallait qu'il soit là, il fallait que quelqu'un soit là pour son groupe. Fait qu'il a délégué Minoru Hirai pour le représenter. Hirai, c'est un diplomate, c'est un gars qui est c'est un gars qui était très diplomate. Lui, il a dû tenir compte de tous les différents armes individuels qui étaient regroupés, puis essayer de trouver un nom distinctif. Il a décidé de choisir un nom qui serait plutôt inoffensif pour éviter les tensions entre les différents arts martiaux, puis aussi, ben, il a fait valoir cette proposition-là de façon énergique, si on peut dire. Puis, il a expliqué que l'aïkido serait un meilleur nom que l'aïkibudo parce que ça serait mieux d'insister sur l'idée de la voix que sur l'idée des techniques de guerre. Bouh. C'est pour ça qu'il a sélectionné volontairement un nom qui ne serait pas opposé au kendo puis aux autres arts martiaux, mais plutôt un terme plus doux ou inoffensif qui permettrait de regrouper toutes les écoles de Yawara. Yawara, ça veut dire souplesse. En fin de compte, il n'y a pas personne qui s'est opposé à ça. Puis en plus de ça, ben, Morihei Ueshiba va entériner de cette décision-là, puis il part à campagne où est-ce qu'il veut réaliser son rêve de toujours selon Kishomaru, celui d'un budo et puis le travail de la terre. Il fait ériger un sanctuaire pour l'aïkido, l'Aiki Jinja. Ça, l'Aiki Jinja, aujourd'hui, c'est un monument historique. En 1945, ben, c'est l'année terrible pour tous les Japonais. Après les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, ben, le Japon capitule. Une chose qui est terrifiante, c'est l'allocution de l'empereur. Ça provoque la peur et l'effroi de la population. C'est vraiment, écoutez, le discours, c'est vraiment, ça glace le sang. On dirait, on ne le comprend pas, mais ça glace le sang. Il y a un ton particulier, puis en tout cas, la société s'effondre. En 1948, ben, les Américains qui ont interdit toutes les pratiques martiales du Japon autorisent la reprise de l'enseignement de l'aïkido pour son caractère de paix et de recherche de vérité. Ça a été poussé par les gens de judo, il faut dire, par exemple. C'est les gens de judo qui ont permis que ça se réalise. L'Aikikai Foundation est officiellement ouvert le 9 en fait, la fondation de l'aïkido est ouvert le 9 février, puis c'est dirigé par Kishomaru Ueshiba, son troisième fils. Le dojo central, c'est à Tokyo. Il va être situé à Tokyo. Morihei, lui, est situé autour de 1950, la conversion de l'aïkido en art de paix. Puis il nous dit ceci, puis ça c'est Ueshiba qui parle. Comme j'ai moi-même enseigné à des soldats des arts martiaux pour tuer d'autres personnes pendant la dernière guerre, j'ai été profondément troublé après le conflit. C'est ça qui m'a motivé il y a 7 ans à découvrir le vrai esprit de l'aïkido. Ce qui m'a amené à ce moment-là à l'idée de construire un paradis sur Terre. Le développement de l'aïkido à travers le monde s'amorce à ce moment-là, favorisé par l'esprit d'ouverture de la discipline puis de nombreux contacts d'élèves à l'étranger. Par exemple, Koichi Tohei en Amérique, il est allé aussi, lui, en Amérique, il a parti ça, le 9e dan, c'est un pratiquant de première heure, il est envoyé à New York pour enseigner l'aïkido. Puis de nombreux maîtres vont suivre dans différents pays. En France, par exemple, on va succéder. Le premier, c'était Minoru Mochizuki, qui a été d'abord engagé par Kawashi pour le judo, qui, à la fin des démonstrations de judo, montre un petit peu d'aïkibudo. C'est de cette façon-là que Alain Floquet, d'ailleurs, a connu l'aïki. Par la suite, ben, il y a eu un autre japonais, Tadashi Abe, qui a été délégué officiel de l'Aikikai pendant 8 ans, entre 1952 et 1960. C'est lui qui va codifier les premières séries, suivi de Nakazano et puis Noro. En 62, Ueshiba Morihei va conférer à André Noquet le 8e dan, puis le titre de représentant général de l'Aikikai en France. Noquet va œuvrer au développement de la pratique de l'aïkido en France en collaboration avec un autre grand, Nobuyoshi Tamura. Et c'est aussi à cette époque-là qu'Alain Floquet, élève de Mochizuki Minoru, va créer l'aïkibudo suite à des différends philosophiques avec le fils Hiro qui, lui, de son côté, va créer son propre style, le Yosukan Budo. À partir des années 70, Nobuyoshi Tamura, 8e dan, il est délégué technique national pour la France, va œuvrer conformément aux souhaits de Morihei au développement de l'aïkido en France au sein de la FFAB. Et par ça, en Europe, il va créer une fédération indépendante. Il va faire la formation de cadre puis de haut gradé. Morihei Ueshiba, quant à lui, va continuer de perfectionner l'aïkido à Iwama avec des uchideshi comme Morihito Saito. Dès le début des années 60,
Sensei va retourner au Honbu à Tokyo. Et là, il va enseigner, puis il va diriger les cours du matin à 7 heures. Il a développé également l'ultime évolution de son art en transformant un art de guerre en art de paix par ce que lui a appelé le Shobu Haiki. En 69, en avril 69, Ueshiba va tomber malade. Il va mourir le 26 avril d'un cancer. 2 mois plus tard, Hatsu, sa femme, va mourir à son tour. Et c'est, comme on le sait, son fils Kishomaru qui va prendre la suite. Au décès de Kishomaru, Moriteru, le petit-fils du fondateur, va devenir Dosho, ou maître de la voix. Il va continuer, avec l'aide des grands maîtres, à développer l'aïki à travers le monde, puis à diffuser l'esprit de Ueshiba son message de paix. C'est ce que j'avais à vous dire sur Morihei Ueshiba. On va revenir sur d'autres maîtres. On va parler de Shioda, on va parler de Mochizuki, on va parler de Maître Floquet. En attendant, si vous avez aimé, vous nous donnez un pouce en l'air. N'oubliez pas d'activer les clochettes pour les notifications. On sort une vidéo par semaine, je l'ai dit déjà. Partagez ces vidéos-là avec vos amis. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne de Martialement Vôtre. Ah, mais ce qui est plus important, allez pratiquer 1, 2 ou 3 fois par semaine dans votre dojo. C'est ça qui va vous garder heureux. Faites attention à vous et à la prochaine.